Bonjour à toutes et à tous. Ces derniers jours, les États-Unis ont recouru à nouveau à leur bâton d'arrière en instaurant des droits de douane réciproques. Cette nouvelle guerre commerciale et tarifaire plonge l'économie mondiale dans de fortes incertitudes, suscitant de vives critiques tant au sein des États-Unis qu'au niveau international. En réaction avec cette politique unilatérale des pays dont la Chine ont pris des contre-mesures, la partie chinoise réaffirme sa détermination à œuvrer en synergie avec la communauté internationale pour contrecarrer les pratiques hégémoniques unilatérales, sauvegarder ses intérêts légitimes et préserver l'équité internationale. Parallèlement, la Chine renforce son attractivité pour les investisseurs étrangers avec une croissance de 5,4% sur un an au premier trimestre. Une performance qui se classe parmi les meilleures des principales économies mondiales. Quels impacts l'imposition abusive de tarifs douaniers par les États-Unis aura-t-elle sur l'économie et le commerce internationaux? Quand le bâton tarifaire se heurte à la coopération multilatérale, l'économie mondiale va-t-elle vers une impasse perdant-perdant ou un scénario gagnant-gagnant? En quoi la croissance chinoise et son ouverture de haut niveau impulseront-elles une nouvelle dynamique au développement mondial? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Yu Jia, directrice du département de développement international et de coopération à l'Institut de la nouvelle économie structurelle de l'Université de Beijing. Bonjour. Bonjour. Et par visioconférence, Monsieur Arnaud Bertrand, entrepreneur français et analyste géopolitique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous. Ma première question s'adresse à Madame Yu Jia. Début avril, le président américain Donald Trump a signé 2 décrets exécutifs concernant les soi-disant droits de douane réciproques, imposant un tarif de base minimal de 10% à tous les partenaires commerciaux des États-Unis, ainsi que des taux plus élevés pour certains d'entre eux. Les États-Unis ont imposé ensuite des tarifs douaniers de manière abusive à leurs partenaires commerciaux, tout en contraignant ces derniers à engager des négociations avec eux sur ces droits de douane réciproques. Madame Yu Jia, quelle est la logique fondamentale du soi-disant concept de droits de douane réciproques? Selon vous, quel impact cette approche américaine a-t-elle déjà eu et aurait-elle sur le commerce international et l'économie mondiale? Je pense qu'en réalité, les droits de douane réciproques de Trump, en fait, c'est une escalade de l'hégémonie unilatérale américaine. Leur stratégie ou bien leur logique, s'il y en a, repose sur l'arrogance de l'Amérique d'abord, mais pas sur une réelle équité commerciale. Et en fait, c'est comme des stratégies ou bien c'est une violation du système ou bien du règle du commerce international qui oblige les autres pays ou bien à se soumettre à les règles américaines. Et aussi, l'objectif, c'est très clair, c'est d'affaiblir la compétitivité économique des autres pays. Et si cette politique persiste, elle risque de faire effondrer le système du commerce international, et c'est-à-dire ça va nous ramener à une loi de la jungle économique. Et je vais citer ici quelques données d'après la Banque mondiale. Et d'après la Banque mondiale, une guerre tarifaire d'1 an réduirait en fait le commerce mondial de 12% et augmenterait les coûts de production de 23% et ralentirait la croissance mondiale de 1,5 point de PIB. Donc, ce n'est pas une question économique, c'est une politique stratégique qui cible particulièrement la Chine. Par exemple, les tarifs imposés pour la Chine sont beaucoup plus élevés que les autres pays. Et j'ajoute ici que ces politiques qui nuisent aux autres, mais pas favorisées aux Américains. On a vu une crise sur le marché financier. Par exemple, juste après l'annonce de tarifs de Trump, le Nasdaq a chuté 12%.
pendant une seule journée, et c'est aussi encore pire que l'année 2008. Et on a vu le prix à la hausse pour des consommateurs américains. Donc, en résumé, la politique de Trump, c'est une politique perdant-perdant qui menace l'économie mondiale, y compris celle des États-Unis. Okay, Madame Yu Jia, merci pour votre analyse sur l'essence des droits de douane réciproques. Le président Donald Trump a déclenché cette guerre tarifaire et commerciale en prétendant vouloir relocaliser l'industrie manufacturière aux États-Unis, mais cette politique permettra-t-elle véritablement de stimuler le retour des usines sur le sol américain et d'accroître la compétitivité internationale des produits made in USA? Monsieur Zhao Yongshen, chercheur à l'Académie de l'économie ouverte de Chine, à l'Université de commerce international et d'économie de Chine, a livré ses analyses à propos de ce sujet dans une interview exclusive accordée à CGTN français. Écoutons son décryptage. D'abord, le retour de la manufacture, c'est un sujet qui est déjà classique, hein, entre guillemets, essayé et expérimenté par plusieurs présidents américains. Hein. C'est pas la première fois utilisé dans l'histoire américaine. Alors ça a duré au moins déjà 20 ans. Hein. Le résultat est là. Le retour de la manufacture n'est pas impossible. Hein. Il faut admettre le fait. C'est toujours possible. Mais, toujours avec un mais, ça coûte trop cher. Hein. Personnellement, je pense que ça coûte trop cher pour les Américains. D'une part, je vous donne un exemple du géant Apple qui veut investir aux États-Unis 500 milliards de US dollars dans les années à venir. Alors, vous pouvez deviner combien d'emplois vont être créés. Seulement 25 000 emplois. Alors là, vous pouvez voir que ça ne vaut pas le coup, bien sûr. Hein. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est est-ce que les ouvriers américains sont prêts, les ouvriers d'aujourd'hui, les Américains, sont prêts d'accepter un bas salaire? Absolument non. Hein. Ma troisième question est où est le réseau des chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement sur le sol américain? En Chine, les chaînes de valeur sont parfaites, les chaînes sont partout, sont en micro-réseau, en micro-circulation, innombrables. Vous voyez, ça c'est déjà bien établi. Hein. Alors aux États-Unis, il faut refaire, mais ça, bien sûr c'est toujours possible, ça coûte très très cher et ça prend beaucoup d'années. Ce n'est pas 1 an, 2 ans, même 10 ans, même 15 ans, même 20 ans, hein, vous savez. Alors, quant à la compétitivité, en fait, la hausse de la compétitivité, ce n'est pas un concept abstrait, hein, c'est très, très concret, en fait, avec les différentes variables, différents facteurs de production, hein, en plus de l'amont et de l'aval, de toute la procédure de fabrication. Hein. La fabrication sera aussi évidente, hein, quasi impossible pour la hausse significative de la productivité, de la compétitivité des produits américains. Hein, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais ça coûte trop cher. Il y a une petite hausse de compétitivité, mais par rapport à l'usage des ressources, c'est vraiment pas nécessaire. Si l'on prétend que le déclenchement de la guerre tarifaire vise à protéger les intérêts américains, force est de constater que ces mesures douanières suscitent des critiques généralisées de la part de divers milieux aux États-Unis, monde des affaires, consommateurs, économistes et même au sein de l'administration Trump et du Parti républicain.
Monsieur Bertrand, comment analysez-vous l'impact de ces droits de douane supplémentaires imposés par le gouvernement américain sur l'économie américaine elle-même? Quand on regarde l'impact aujourd'hui, on assiste, je crois, et en grande partie à cause de ce chaos, à une situation où, le marché boursier s'effondre, deux, le coût de la dette américaine explose, trois, le dollar perd de sa valeur à une vitesse affolante, déjà moins 9% cette année. Normalement, quand la bourse s'effondre, le dollar monte et le coût de la dette baisse, car ce sont normalement des valeurs refuges. C'est plus le cas aujourd'hui. Même selon Larry Summers, qui est l'ancien secrétaire d'État au Trésor américain, ça veut dire que l'économie américaine commence à avoir les mêmes caractéristiques qu'un pays en voie de développement. Et si on regarde ce qui se passe au niveau de la production industrielle, c'est aussi en train de s'effondrer. L'indice industriel de l'État de New York est tombé à moins 8 points en avril. Plus inquiétant encore, les perspectives à 6 mois pour les conditions générales des affaires ont chuté à moins 7, le niveau le plus bas en 24 ans. Même la crise financière de 2008 n'avait pas engendré des perspectives aussi sombres. Donc tout ça démontre que non seulement les tarifs douaniers ne parviennent pas à stimuler la production nationale comme promis, mais qu'ils contribuent activement à sa détérioration. Les entreprises américaines qui dépendent d'importations voient leurs coûts augmenter, ce qui réduit leur compétitivité et leurs marges. Les consommateurs, quant à eux, supportent le fardeau des prix plus élevés. En fin de compte, ces mesures protectionnistes, loin de protéger l'économie américaine, semblent l'affaiblir considérablement sur tous les fronts. D'accord, merci pour vos analyses. Maintenant, on discute de cette politique douanière américaine sous un autre angle. Après que le gouvernement américain a annoncé la suspension des prétendus droits de douane réciproques à l'encontre de plusieurs dizaines de pays pour une période de 90 jours, l'Union européenne a mis en pause de 90 jours l'entrée en vigueur de ces contre-mesures vis-à-vis des tarifs américains, initialement prévu le 15 avril. Parallèlement, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a précisé que si les négociations n'étaient pas satisfaisantes, des contre-mesures de l'Union européenne seraient adoptées. Les premières négociations entre les représentants des gouvernements japonais et américains sur les tarifs douaniers n'ont pas abouti à des progrès substantiels. Monsieur Bertrand, selon vous, dans quelle mesure la politique tarifaire actuelle des États-Unis pourrait affecter les relations avec leurs alliés? Pensez-vous que l'Union européenne est amenée à reconsidérer son partenariat avec Washington? Alors, je ne sais pas si des sondages précis ont été effectués à ce sujet, mais il est très clair que plus ou moins l'ensemble des pays du monde, que ce soit en Europe, Amérique du Sud, Asie ou Afrique, voient les actions des États-Unis comme une attaque injustifiable et incompréhensible contre leurs intérêts. Par conséquent, ça a un effet désastreux sur l'image des États-Unis et ça aura des conséquences dans les politiques du monde entier vis-à-vis des États-Unis. Je crois que ce qui choque le plus, c'est les justifications insensées de Trump pour ces tarifs. Une bonne illustration, par exemple, c'est le cas du Lesotho, qui est un des pays les plus pauvres d'Afrique, frappé par un tarif de 50%, le plus élevé parmi tous les pays ciblés lors de l'annonce originale des tarifs. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Lesotho exporte plus aux États-Unis qu'il n'importe, étant un pays pauvre qui n'a tout simplement pas les moyens d'acheter des produits américains. 56% des habitants du Lesotho vivent avec moins de 3,65 $ par jour. C'est fondamentalement injuste de punir un pays pour cela. Donc oui, à terme, je pense que cette approche américaine risque de provoquer une reconfiguration profonde des relations internationales. Les pays cherchent désormais à réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis, à diversifier leurs partenariats commerciaux et construire des coalitions alternatives. Cette politique qui renverse des décennies d'approches américaines fondées sur le libre-échange et les partenariats mutuellement bénéfiques pourrait bien marquer le début d'un nouvel ordre économique mondial. Ok, merci Monsieur Bertrand. On va voir un extrait d'une interview avec Monsieur Willy Courtel, directeur général de laboratoire Supertiet, un laboratoire pharmaceutique français.
Il a réagi à la question de la guerre commerciale menée par les États-Unis tout en préconisant la modernisation dans une interview exclusive accordée à CGTN français à la 5e exposition internationale des produits de consommation de Chine, organisée récemment à Hainan. Voici sa réponse. Monsieur Xi Jinping a une citation très importante. Il a dit qu'il n'y a pas de gagnant dans une guerre commerciale comme celle qui est en train de s'installer. Il a entièrement raison. Je partage complètement. Vous savez, quand la politique veut réguler les marchés, ça ne se passe jamais très très bien. Aujourd'hui, c'est quoi des marchés? C'est de la compétitivité bien sûr, mais c'est de la qualité, c'est de l'offre. Et simplement, c'est avec des compétiteurs qu'on s'enrichit et qu'on progresse. Aujourd'hui, la situation qu'on vit, elle n'est pas saine, elle n'est pas saine, elle n'est pas stable non plus. On a vu des gros allers-retours avec le Canada, on voit des allers-retours avec l'Europe. Avec la Chine, c'est différent. Moi, si j'ai un message, c'est vraiment, je pense qu'il est important de négocier. Je pense que l'heure est à la négociation. On ne peut pas se priver de la Chine. On n'est plus dans les années 70-80 avec un acteur qui était le number one, les USA. C'est fini. On est en mondialisation. C'est la mondialisation, c'est l'Europe, il ne faut pas oublier l'Europe, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est les États-Unis, c'est aussi des nouveaux continents qui arrivent comme l'Inde, comme l'Afrique. Et aujourd'hui, on a parlé pendant des années de la mondialisation, on ne va pas faire machine arrière. Le monde est comme ça. Monsieur Bertrand, j'ai une question à vous poser. Face à l'hégémonie tarifaire des États-Unis, la Chine a été le premier pays à riposter en adoptant des contre-mesures résolues. La partie chinoise a réitéré à maintes reprises qu'elle ne veut pas mener ces guerres tarifaires et commerciales, mais elle n'en a pas peur. Monsieur Bertrand, comment jugez-vous les contre-mesures de la Chine? Quelle importance revêt-elle pour la préservation de l'ordre économique mondial et du système commercial multilatéral? Alors, je pense que les contre-mesures de la Chine face aux tarifs américains représentent en fait bien plus qu'une simple riposte commerciale. Elles sont aussi un rempart contre l'érosion du multilatéralisme et de la souveraineté nationale. La position ferme de la Chine établit un précédent qui permet à d'autres pays, d'autres nations, de résister également aux pressions unilatérales américaines. Si la Chine cédait, nous assisterions probablement à une transformation radicale du paysage géopolitique. Les nations plus petites que la Chine capituleraient aussi par crainte, validant l'unilatéralisme américain comme méthode efficace de politique étrangère. Et ça aurait des effets désastreux sur le multilatéralisme et le concept même de souveraineté, parce que Washington aurait démontré qu'il peut, du jour au lendemain, dicter ses conditions, même aux grandes puissances. Nous entrerions alors dans un monde où la règle du plus fort prévaudrait sur le droit international, où les institutions multilatérales seraient réduites à de simples façades, et où l'indépendance économique des nations serait fondamentalement compromise. C'est pourquoi on peut vraiment affirmer, je pense, que la résistance chinoise, au-delà de ses intérêts propres, constitue objectivement aujourd'hui le principal rempart contre un ordre mondial purement prédateur. Donc, selon vous, c'est une geste importante de défendre le multilatéralisme dans un sens plus général? Absolument, c'est pas qu'une guerre commerciale, c'est une guerre sur des principes importants comme le multilatéralisme, la souveraineté, le fait qu'un pays aussi puissant qu'il soit, comme les États-Unis, ne peut pas décider du jour au lendemain de faire une guerre commerciale au monde entier pour simplement ses propres intérêts, en mettant des sanctions littéralement sur chaque pays du monde pour dicter des termes qui sont contre leurs intérêts. C'est ces principes-là que la Chine défend pour tout le monde, en fait, pour le monde entier, en résistant contre les États-Unis. Monsieur Bertrand, merci d'avoir partagé votre point de vue. Madame Yutia, selon vous, en quoi se fonde la résilience et la vitalité de l'économie chinoise et de son commerce extérieur pour faire face à l'impact des droits de douane supplémentaires imposés par les États-Unis et aussi à l'instabilité de la conjoncture économique mondiale? Oui, je pense que tout d'abord, c'est de garder bien la confiance en soi et de continuer la modernisation industrielle. Les restrictions technologiques américaines nous
pousse à innover davantage comme l'énergie renouvelable et le numérique. Et donc, par exemple, à la foire de Guangdong récemment, on peut voir que les robots intelligents et les autres produits de high-tech ça ont attiré beaucoup d'acheteurs du monde entier. Et c'est-à-dire que les produits de haut niveau fabriqués en Chine restent toujours incontournables. Et deuxième point clé, je pense que c'est la diversification des marchés. Et la diversification des marchés, c'est tout d'abord chez nous, c'est sur le marché chinoise. C'est comme un stabilisateur économique. Les chiffres du premier trimestre en cette année montrent une chose, c'est-à-dire malgré un contexte international compliqué et malgré la tension commerciale et les taxes américaines, mais l'économie chinoise se porte très bien. Par exemple, les chiffres, on a avec une croissance du PIB à 5,4% sur un an et c'est déjà au-dessus de notre objectif de 5%. Et l'économie numérique pèse environ 10% du PIB. Et ça montre que des nouvelles forces productives deviennent un vrai moteur du développement. D'un autre part, l'Asie et les pays voisins sont aussi très importants. Donc, en conclusion, malgré les défis, mais aujourd'hui, l'économie chinoise, on reste toujours solide et résiliente et c'est la certitude ou bien c'est la stabilité qu'offre la Chine au monde en face des incertitudes amenées par les États-Unis. Okay, merci Madame Yu Jia. À ce propos, je voudrais aussi poser une question à Monsieur Bertrand. Nous observons que malgré l'agitation liée aux droits de douane réciproques, de nombreuses entreprises et institutions étrangères continuent d'exprimer leur confiance à la Chine en y renforçant leurs investissements. Par exemple, lors de l'exposition internationale des produits de consommation de Chine de cette année que nous avons indiqué précédemment, beaucoup d'entreprises étrangères participantes ont réaffirmé leur optimisme au marché chinois. Et ce même mois, un géant allemand de l'industrie chimique a annoncé un investissement d'environ 70 millions de dollars pour agrandir son usine située à Shanghai. Monsieur Bertrand, comment interprétez-vous la confiance persistante des investisseurs étrangers dans l'économie et le marché chinois? Alors, je pense que non seulement la confiance est persistante, mais il y a aussi un effet de balancier dû au comportement des États-Unis qui encourage beaucoup de pays à renforcer leurs liens avec la Chine, tout simplement car ils voient de plus en plus une dépendance forte aux États-Unis comme un risque. Quelques pays le disent même directement, comme par exemple le Brésil, qui a déclaré par la voix d'un diplomate de haut rang cité par Reuters que suite aux tarifs douaniers, la relation avec les États-Unis comporte un niveau de risque élevé et que le Brésil doit donc adopter une politique de réduction des risques, ce qui signifie pour le Brésil chercher des alternatives, et la Chine en est une. Un autre exemple est le Japon. Malgré la pression pour obtenir un allègement permanent des tarifs par Trump, les responsables japonais affirment clairement que Tokyo ne veut pas réduire ses interactions économiques avec la Chine, qui est son plus grand partenaire commercial. Ce phénomène se manifeste dans de nombreux pays. Trump a essentiellement démontré que plus on est exposé aux États-Unis, plus on souffre de ces décisions unilatérales et imprévisibles. Donc la conclusion logique pour les pays et entreprises qui se voient trop exposés à ce risque est de se prémunir contre celui-ci en diversifiant leurs partenariats économiques, ce qui explique la persistance et même le renforcement des investissements étrangers en Chine. En contraste avec l'hégémonie tarifaire du gouvernement américain, la Chine accorde depuis le 1er décembre dernier le traitement de tarifs douaniers zéro à l'ensemble des produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés ayant établi des relations diplomatiques avec elle, dont 33 pays africains. Madame Yu Jia, pourriez-vous illustrer par des exemples les mesures prises par la Chine pour élargir son ouverture de haut niveau, notamment en matière de défense du système commercial multilatéral et de stabilisation des chaînes d'approvisionnement mondiales, et quels en sont les résultats face à l'unilatéralisme, au protectionnisme et à l'hégémonisme des États-Unis?
Comment, selon vous, la Chine pourrait-elle renforcer sa coopération avec d'autres pays pour défendre ensemble le libre-échange? Oui, je pense que tout d'abord, la Chine doit renforcer la coopération multilatérale. Nous pouvons unir les pays en voie de développement pour défendre le système ou bien les règles du commerce international. Et en même temps, la Chine maintenant participe activement à l'accord de RCEP. Et aujourd'hui, on a déjà signé 22 accords de libre-échange avec 29 pays, couvrant environ un tiers de notre commerce extérieur. Et deuxièmement, la Chine intensifie son ouverture au niveau institutionnel. Prenons un exemple concret. Le gouvernement de Chine vient de publier un plan de travail pour accélérer l'élargissement de l'ouverture du secteur de services en ajoutant 9 nouvelles villes pilotes comme Dalian et Shenzhen. Et parmi ces mesures, il y a notamment la suppression des restrictions sur la participation étrangère dans les secteurs Internet. Et aussi, ensuite, bien sûr, la Chine continue les projets ceinture et route, au-delà comme les infrastructures comme des autoroutes, les chemins de fer. Et aussi, on fait aussi des projets dits petits mais beaux. Par exemple, les panneaux solaires pour éclairer les villages en Afrique. Et grâce aux technologies numériques et à l'intelligence artificielle, la Chine peut promouvoir beaucoup ou bien davantage l'industrialisation pour les pays en voie de développement et surtout en Afrique. Et, parce que en fait, Afrique, c'est notre partenariat très très important et on dit, même maintenant, comme les politiques de tarifs de Trump, ça frappe durement l'économie africaine, mais ça pourra stimuler une collaboration plus forte entre les pays du Sud global. Et la Chine, par exemple, comme vous avez mentionné, aujourd'hui, la Chine offre un traitement tarifaire zéro pour 100% produits à 33 pays africains et ça donne une très bonne opportunité pour l'investissement et surtout l'investissement chinois en Afrique. Donc j'espère de voir plus d'entreprises chinoises s'implanter en Afrique et surtout dans le domaine comme l'énergie renouvelable et le numérique. D'accord. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous voulez dire, Monsieur Bertrand? J'espère que la Chine continuera à résister et à défendre les principes parce que, il y a beaucoup plus que des simples tarifs derrière tout ça. C'est tous les principes de l'ordre mondial qui sont remis en question et la Chine joue un rôle très important. Monsieur Bertrand et Madame Yutia, merci d'avoir partagé vos points de vue sur des questions autour des tarifs douaniers et de la coopération multilatérale. Merci d'avoir participé à notre table ronde. Et chers amis, merci d'avoir suivi notre émission.